outil à nos clients, c'est que dans un souci que les autres ne sont pas impactés par le conflit, on fait une ouverture. Mais il faut que ça se sache. Et on le fait savoir. On est d'accord là-dessus? C'est l'urgence. Comment on peut sauver immédiatement le vie? Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, c'est là où on s'adresse au pouvoir public. Il faut maintenant qu'on soit tous raisonnables, qu'on réfléchisse à une véritable politique industrielle sur le long terme. Et là, ce sont des choix politiques. Non, mais je suis d'accord, mais réglons d'abord ça et après on réfléchit. Parce que c'est l'industrie française qui est en danger. Ça, je suis d'accord avec toi, mais L'industrie française. Et c'est vrai que c'est pas Florence qui va le régler. Mais Florence ne va pas le régler. Néanmoins, Florence est quand même un bel exemple de ce qu'il faut surtout pas faire. Ça a été pas mal voilà. dans les médias, il était certains d'accord. C'est ça notre stratégie syndicale, elle n'est pas ailleurs. Et franchement, je t'assure que si demain on avait un minimum de garantie, tout le monde serait très content de faire des groupes, y compris sur le plan humain. Majoritaire qui se dégage, hein. Parce que c'est vachement facile d'avoir les mains dans les poches et dire moi je non mais je parle pas pour toi Antoine, je parle pas pour toi Antoine. C'est trop facile d'avoir les mains dans les poches, se mettre en retrait en disant moi je suis pas d'accord et après je connais très bien la stratégie, c'est en pointe du doigt, c'est lui qui a accepté. Maintenant si tout le monde dit non, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. J'ai une réunion syndicale à 10h, je m'en vais, hein. Je vous laisse, hein. Non, mais le problème, il est pas là. Parce que le rôle, le souci, il est. Moi, je veux bien, moi, je m'en fous, je veux tout, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, le problème, c'est que, il faut expliquer aux autres, là, qui sont passés toute la nuit, les mecs, ça fait 3 jours ou 4 jours qu'ils sont là. Maintenant, on va livrer un client. Il faut leur expliquer pourquoi. C'est ça. Le souci, il est là. Moi, je dis pas, il faut pas ou pas. Et voilà. Il faut lui expliquer pourquoi le client là est pas point de vue. Après, je ne demande à personne de le respecter. Je donne mon point de vue. Après, si la majorité dit non, ben ça sera non. Non, s'il y en a d'autres qui veulent prendre le relais, messieurs, au revoir. Ah, mais ça va pas du tout. Voilà, on va s'engueuler là. Non, mais il faut expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est ça que je veux dire. Il faut expliquer. Non, je réexplique encore une fois. Hein. Encore une fois. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je vous explique la situation. Aujourd'hui, il y a un client qui s'appelle Volkswagen qui est en rupture de chaîne. Rupture de chaîne. Donc, il y a Nunzio, comment il s'appelle, Scarpa qui nous voit en disant est-ce que éventuellement vous êtes prêts à laisser sortir quelques bobines de dépannage pour pas qu'ils arrêtent les lignes. Est-ce que c'est quelques bobines et après ça arrête les Attends, laisse-moi aller au bout après. Et je dis écoute, faut qu'on regarde, c'est pas moi qui décide, faut que je vois avec les copains. Je pense, mais ça c'est mon avis, je ne demande pas de le valider, de le respecter. Je pense que nous, il faut aussi qu'on se tire pas une balle dans le genou, on n'a pas intérêt à ce qu'on ait des clients, notamment comme Volkswagen, qui nous claquent dans les pattes. Et ça peut être aussi une manière de démontrer à la direction qu'on n'est pas des fanatiques qui veulent tuer l'usine et les clients. On fait une ouverture, on laisse passer quelques bobines de dépannage, on referme et on dit à la direction voilà, nous maintenant on a fait un pas supplémentaire vers vous, à vous d'en faire un vers nous. Et après on regarde. Ça c'est ce que moi je propose, et vous n'êtes pas obligé de le valider les amis. Mais je dis simplement, c'est aussi notre rôle parce que c'est toujours facile d'être toujours derrière la position majoritaire. Quoi, hein, ça c'est facile, mon gamin il le fait. Hein. Toi t'as dit blanc, ben je suis blanc. Toi t'as dit noir, ben je suis noir. Après, chacun, moi si la majorité dit non, moi je me fais la majorité. Mais mon rôle c'est aussi de vous mettre les enjeux entre les mains et est-ce qu'il faut continuer. Et on fait un vote, hein, c'est tout. On fait un vote, c'est tout. Je ne sais pas si c'est 3-4, j'en sais rien, mais bon, ça ne sera pas 300 bobines, c'est clair. Non, mais si les salariés décident. Attends, non, mais attends, 2 secondes. Camarade, on va pas s'engueuler. Il y a des gens qui... Ouais, mais alors, moi je suis au chômage. Attends, ils m'ont mis comme ça la direction. 2 fois ils m'ont mis comme ça. Alors j'ai rien. Antoine, la démocratie. Alors, vas-y, parle. Non, camarade, on va pas se bouffer le chou. On va voter. Est-ce qu'on laisse passer les bobines ou on laisse pas passer les bobines? C'est ça qui... On est des démocrates, camarades. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'on a le droit aussi... Ah, hé. Non, mais attends, il a fini, là. J'ai le droit de parler. Oh, d'accord, on laisse passer les bobines. Et après, non mais après, et que... Non, stop. Deux questions. Ouais. Est-ce qu'on laisse passer des bobines ou on laisse pas passer des bobines? C'est tout. Il n'y a pas de bouffer le chou, les gars. Alors, qui c'est qui veut laisser passer des bobines? Qui lève la main? Un geste d'apaisement.
D'ouverture, c'est pas d'apaisement, d'ouverture. Non, on attend quoi d'eux derrière? C'est ça que je pose la question, on attend quoi d'eux derrière? Ouais, mais il a peut-être une ouverture. Il a peut-être une ouverture. Non, mais c'est ça, Moi, je on suis laisse d'accord. passer des bobines à partir de demain et on attend la proposition qu'ils nous font en échange. Alors. Voilà. On peut aussi, voilà. On peut bien laisser passer des bobines, mais à partir de demain, mais qu'est-ce qu'eux ils nous proposent avant? Pas nous, on ouvre et après. Qu'est-ce que vous nous proposez éventuellement? Nous, on laisse passer des bobines. Voilà. Voilà, on ne peut pas. Au lieu que ce soit dans le sens inverse, on fait dans le sens C'est pas laisser passer toutes les bobines. On a 2 noms de clients qui sont en rupture de stock. On regarde on vérifie les bordereaux, qu'ils sont bien destinés aux clients dont il s'agit, et les autres, elles restent là. Moi, je vous dis, moi, je ne laisserai pas passer. Moi non plus. Moi, je ne laisserai pas parce que c'est peut-être dur de pas laisser. Qu'ils fassent une proposition après. Moi, je veux, non, mais moi, je veux bien laisser passer de bobines, mais il faut que derrière il y ait quelque chose. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on laisse passer des bobines et demain et après-demain on leur dit, oh les gars, on a laissé, vous voyez qu'on ne veut pas tuer l'outil, on ne veut pas tuer les clients, mais et vous, qu'est-ce que vous faites jusqu'à présent? C'est ça que je veux dire, moi. Si on laisse passer des bobines pour laisser passer des bobines, ça sert à rien. Si on leur dit, écoutez, on laisse passer, mais à partir de demain, s'il n'y a personne qui ouvre sa gueule, on bloque tout et encore on continue jusqu'à 3 semaines, 4 semaines. C'est ça qu'il faut leur dire. Voilà. C'est ça que je veux dire, moi. Ça sert à rien de Qu'est-ce qu'ils nous proposent et après on laisse passer? Il ne s'agit pas de laisser passer toutes les bobines. C'est de laisser passer quelques bobines. Quelques bobines de dépannage. Attends. Tu as le droit de le penser. Moi, mon droit, c'est de te dire que si demain, si Volkswagen nous tape dans les pattes, il faut rester ici 6 mois, camarade. C'est mon droit de te le dire. On attend. T'es pas obligé de me faire confiance, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais mon devoir, c'est de te le dire. Parce que la vérité, elle fait pas toujours plaisir à entendre, mais c'est la vérité. C'est tout. Alors après, à un moment donné, on peut pas dire, encore une fois, là je m'adresse à toi, tu peux pas dire oui maintenant et non une demi-heure après. Hein. Non mais c'est... Il faut qu'on reste cohérent les mecs. Hein. Et si la majorité c'est non, ben moi je me fais la majorité. Je suis un démocrate. Edouard, c'est juste ce que tu dis. Non, mais arrêtez quoi. Non mais Edouard, c'est juste ce que tu dis. Mais on laisse passer le bobine. Mais demain ils vont nous dire, attendez, maintenant il nous faut... Attends, nous on dit maintenant, on laisse, nous on dit ok, on parle aujourd'hui dans la mer, on est pris de la mer, on finit, on laisse passer quelques bobines de dépannage. Mais nous maintenant, tant qu'on n'a pas une position concrète, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça que je veux. Autrement, si on le laisse passer pour le laisser passer, ça sert à rien. D'accord. Voilà, alors qui c'est qui est d'accord pour laisser passer les bobines là? Non, mais maintenant la geste, on en parle plus. Il y aura un dialogue de fait. Ouais, on en verra comment Vous le savez, hein, je suis venu avec Marc Samin qui va vous parler de la sidérurgie européenne. Dominique Gillier, qui est votre secrétaire général de la fédération. Donc c'est quand même toute la CFDT aujourd'hui, Alain Gatti de la région, et vous le connaissez, vous le voyez tout le temps, toute la CFDT aujourd'hui qui est réunie avec vous, derrière vous, devant vous, je ne sais pas, vous nous positionnez là où vous voulez nous positionner pour que ce soit le plus efficace possible, parce que je pense que la lutte que vous menez, l'action syndicale que vous menez, est quelque chose qui est important pour toute la CFDT, d'où la raison de ma venue. Alors je vous l'ai dit, l'intérêt de la CFDT ne se lie pas simplement le jour d'une venue ici. Nous sommes en contact ensemble régulièrement. Je suis en contact régulièrement avec Edouard. Je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, il vous l'a dit peut-être, et je lui ai dit qu'à chaque fois que vous aviez besoin d'avoir un soutien, une information, Dominique évidemment est à votre disposition, je suis à votre disposition, parce qu'inévitablement, je le disais aussi aux journalistes en arrivant, certes, votre combat est un symbole, mais je voudrais que votre combat ne soit pas qu'un symbole.
parce qu'un symbole, c'est quelque chose qu'on met devant et qu'on oublie après. Et moi, je voudrais qu'on dépasse le problème du symbole parce qu'on n'oublie pas après ce qui se passe et qu'on dise oui, ils ont bien lutté, symboliquement c'était bon pour l'industrie en France, mais pour vous, peu importe si c'est bon pour l'industrie en France, ça doit être d'abord efficace pour vous. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Alors, je le disais aussi, je viens avec une certaine émotion ici en Lorraine. Je vais vous dire ce qui a fait tilt dans ma tête. C'est quelque chose qui fait sourire, puisqu'il faut aussi sourire dans ces débats. J'ai entendu, j'ai vu que l'autre jour vous avez bloqué le TGV et que bien sûr les CRS sont arrivés et que vous avez chanté la Marseillaise. Alors pourquoi ça m'a fait sourire? Je vous dis un souvenir d'enfance. 1966 ou 67. Roger Brichella, il va me dire c'est quelle année, 66 ou 67. Mon père, permanent du syndicat de la sidérurgie Lorraine, réveillé en pleine nuit par le préfet, monsieur le préfet, venez, il chante la Marseillaise. De quoi s'agissait-il à l'époque? Il s'agissait des sidérurgistes ici en Moselle qui manifestaient et qui affrontaient les CRS. Walter Penny était le leader de la CFDT à l'époque, certains l'ont connu et connaissent il est décédé malheureusement, et il s'était mis à chanter la Marseillaise pour empêcher les CRS de charger. Alors je ne sais pas si c'est ce symbole-là que vous avez voulu redonner, en tout cas moi c'est le symbole que j'ai ressenti. C'est-à-dire, derrière cette Marseillaise, il y a un attachement de la région à la sidérurgie et un couple qui fait Lorraine sidérurgie, c'est des choses qui vont ensemble. Alors, je ne veux pas rentrer dans la nostalgie, c'est pas mon genre, c'est pas le genre de la famille non plus, mais dire simplement que la venue ici, personnellement, m'amène une émotion particulière de ce fait, parce que je sais ce que ressentent des ouvriers sidérurgistes quand on parle de leur travail. Alors c'est un hasard, hein. Ma première visite d'usine quand je suis devenu secrétaire général, c'est ici que je l'ai faite. C'est ici que je l'ai faite, avant une assemblée générale à Nancy. Je suis venu visiter, je ne sais plus si c'est Florence, je ne sais plus laquelle, c'est ça, hein, tu le dis, et je suis venu. Et je disais, je ressens des odeurs, je ressens des moments, et je ressentais, je dirais, cette espèce de fierté que vous avez, que vous portez par rapport à votre travail, qu'on retrouve chez d'autres professionnels, mais qu'on retrouve tout particulièrement chez les sidérurgistes. Voilà, vous faites des produits qui sont reconnus, hein, et ça je l'entends, et bien inévitablement, ces produits soient locaux. Alors moi je ne vais pas rentrer dans les techniques, hein, vous êtes les plus forts pour moi de raconter pourquoi c'est meilleur, pourquoi c'est à plat, pourquoi c'est à chaud, à froid. Honnêtement, le débat c'est le vôtre, et je pense que vous avez votre crédibilité dans le débat public, et ça c'est un élément important. Donc première chose, l'environnement. Deuxième chose, c'est tout le débat sur les filières industrielles. Et ça c'est un élément qui est très important. Alors c'est quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'une filière industrielle? Simplement qu'on a un produit, il y a ce qu'on appelle l'amont et l'aval. Et on fait en sorte que en France, on garde toute la filière, l'amont et l'aval. Parce que si on fait partir une partie de cette filière, c'est non seulement la partie qui va disparaître derrière la sidérurgie, mais aussi ceux qui dépendent ou qui travaillent en commun avec la sidérurgie qui auront une difficulté. Et c'est comme ça que petit à petit l'industrie en France se délite par petit à petit, parce qu'on est en train de couper nos filières en morceaux, et qu'à partir de morceaux, ce qui évidemment met en danger toute la filière. Donc l'avenir de la sidérurgie dans cette région est aussi un gage d'avenir d'emploi pour des milliers, des dizaines de milliers de salariés en Lorraine, et aussi dans les régions autour. Contre la pollution dans les usines, autre chose en Europe, on a mis en place ce qu'on appelle les taxations sur CO2. Hein, c'est-à-dire que les entreprises rachètent des bons sur CO2 qui polluent pour. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça en faisant payer la pollution ou le rachat ou le droit de polluer. Autant réfléchir, de faire en sorte qu'on ait des usines qui polluent moins. Hein, ça serait quand même bien. Hein, parce que c'est vrai que la sidérurgie a quelques inconvénients. Je me rappelle quand j'étais gosse, maintenant ça pollue beaucoup moins. Hein, ça pollue beaucoup moins, il y a déjà eu des efforts importants. Mais c'est un élément. Donc, investir dans une recherche pour faire en sorte qu'on essaie de trouver la sidérurgie qui ne pollue pas, qui pollue continuellement. D'où le projet UCOS. Mais derrière, c'est un élément important. C'est pas seulement un gadget. C'est pas seulement un gadget. Parce que c'est toute l'Europe, et là je pense que tu pourrais en parler, c'est toute l'Europe qui réfléchit derrière ce sujet-là.
C'est-à-dire que si ce projet, il marche, d'abord ça fera fonctionner un haut fourneau, et ça a des éléments importants pour la pérennité à moyen terme. Mais derrière, si ça marche, l'idée, c'est que c'est toute la sidérurgie européenne qui doit fonctionner avec ce type de projet. Hein, et c'est derrière la compétitivité de la sidérurgie européenne par rapport à la sidérurgie qui vient, les produits qui viennent de l'extérieur, se ferait sur une industrie moins polluante. Et c'est après que les politiques, et c'est là que les politiques ont une responsabilité forte, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire cette recherche pour que ça marche, et qu'ensuite, si ça marche, et bien d'accepter de production en Europe que de produits moins polluants pour la protection de la planète. Et c'est ainsi qu'un projet comme le projet UCOS peut être aussi un projet d'avenir pour le reste de l'Europe, pour maintenir, je dirais, une sidérurgie plus propre, mais derrière aussi des filières industrielles, que je dis par rapport à une industrie plus forte. Donc voilà, ce site a d'avenir, parce qu'il est rentable, 2, parce qu'il est possible d'investir pour faire quelque chose de plus proche, mais tout ça passe par l'investissement de l'Europe. Et je pense que pour la CGT, qui est une organisation syndicale profondément européenne, je pense que ça a du sens. Allez, ça tourne. François Chérec, secrétaire général de la CFDT. Ouais. Alors tout d'abord, dire les équipes CFDT qui sont engagées pour maintenir une sidérurgie ici à Florange. Donc ça c'est la première chose. Je pense que c'est normal que le secrétaire général de la CFDT soit là aujourd'hui pour montrer qu'ils ont derrière eux toute la CFDT, mais aussi pour continuer à argumenter sur le fait que ce site est un site rentable et qu'il est insupportable d'imaginer que ce site ferme sous prétexte qu'il ne rapporte pas assez d'argent à son propriétaire. À partir du moment où une usine est rentable et performante et reconnue par ses clients, elle doit rester, elle doit redémarrer, et nous voulons évidemment des garanties de la part de Mittal pour faire en sorte que cette usine redémarre dès que c'est possible. Est-ce que c'est avant tout un message à l'attention de l'action Mittal que vous êtes venu adresser ici avec vos camarades? Nous, le message, on le fait passer vis-à-vis des patrons. C'est évident. Les patrons de ces grands groupes multimilliardaires qui sont capables de dépenser 50 millions d'euros pour le mariage de leur fille doivent être capables d'investir quelques millions d'euros pour maintenir en état un site comme celui-là, d'autant plus que ce site est attendu par toute une population, par toutes les régions, mais aussi par ses clients. Donc le message, c'est d'abord vis-à-vis des patrons, mais aussi vis-à-vis des politiques, puisque nous sommes en campagne électorale. Il est complètement anormal qu'on laisse fermer des sites industriels qui sont rentables simplement parce qu'ils ne rapportent pas assez d'argent à leurs actionnaires. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important. Si on veut maintenir l'industrie en France, il faut que des sites comme Florange puissent durer. C'est pas nouveau, on a les épaules assez larges. Nous avons dit que dans notre combat, nous serions dit, je pense qu'on est tous dignes, on se bat pour sauver l'outil, pour sauver les emplois, et surtout pour sauver nos clients. Et ce matin, nous avons appris qu'un gros client du site de Florange, Volkswagen, est en grande difficulté à cause du blocage des volumes et est en rupture de ligne. Évidemment, il n'est pas dans l'intérêt des salariés de Florange de pénaliser nos clients, parce que si jamais cela nous plaque, je veux dire, c'est la meilleure réponse qu'on pourrait apporter à tous nos tracteurs. On a dit depuis le début du conflit que notre meilleure réponse, ça serait de continuer à faire ce qu'on sait faire, de l'acier de très haute valeur ajoutée, et surtout notre savoir-faire du service intellectuel. Donc il y a eu une discussion assez âpre sur les grèves, à savoir est-ce qu'on accepte de sortir quelques bobines pour pas que Volkswagen soit pénalisé. Ça n'a pas été sans heures, sans discussion, sans débat, mais on a finalement accepté de laisser sortir 5 camions pour dépanner Volkswagen. C'est aussi notre meilleure réponse à un appel de dialogue social. La direction, c'est un pas qu'on fait encore, un pas de plus vis-à-vis d'elle, mais effectivement, pour négocier, il faut être présent. Donc, 5 camions qui vont sortir là, pour dépanner Volkswagen, ça, je pense qu'il faut qu'on salue aussi les grévistes, la responsabilité qui est la nôtre.
On n'est pas là pour tuer nos clients, évidemment, on a bien compris que c'est eux qui nous apportent le bien. Voilà. Moi, je voudrais simplement dire, je sais pas, j'ai un point de vue. Vas-y, je t'en prie, va. 4 minutes, simplement vite fait. Je crois que François et Bart ont très bien expliqué le combat, ça va au-delà de Florange. Je pense que Florange est l'exemple type de ce qu'il ne faut plus recommencer, des errements, de manque de politique industrielle tant au niveau français qu'au niveau européen. Et ceux qui pensent que l'État n'a pas de stratégie industrielle se trompent. Il a une stratégie industrielle. C'est de faire de l'Europe un désert industriel. Parce que le fil conducteur de ce patron, c'est qu'à chaque fois qu'il a fermé une usine, il la démantèle. Parce que dans son esprit, il est hors de question qu'un de ces outils tombe entre les mains de la concurrence. Toujours de la souci de restreindre l'ordre pour maintenir des prix hauts. Et à ce petit jeu-là, pour nous, c'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant de l'industriel, et c'est aussi la fuite en avant de pouvoir faire toujours des choses. Parce que, quoi qu'on en dise, l'Europe consomme tous les ans, bon an, mal an, entre 150 millions et 200 millions de tonnes d'acier. Il y aura toujours besoin d'acier en Europe. Et aujourd'hui, c'est le tour des cycles continentaux parce qu'effectivement, nous avons moins d'argent que les cycles côtiers. Et demain, ça sera le tour des cycles côtiers. Parce que ce petit jeu-là, les Indiens, les Brésiliens et les Chinois seront moins chers que les cycles côtiers. Donc là, il faut vraiment une réponse politique, une véritable politique industrielle à ce qui se décide, à savoir des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de gagner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et notre action sanitaire, je ne veux pas être trop long, parce que je pense que vous avez lu dans les médias ce qui se fait ici, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'État français et l'Europe fassent des choix. Au moment où on parle, tout le monde se rend compte que ça a du bon d'avoir des usines, des industries dans nos pays, parce qu'ils font tous du modèle allemand. La question que nous posons, est-ce qu'un secteur comme le nôtre doit être stratégique, oui ou non? Et évidemment, la réponse est oui. Mais au-delà de ça, je pense qu'à un moment donné, il faudra que chacun prenne ses responsabilités, nous on prend les nôtres, on ne laissera pas l'État de monter les trucs. Et pas uniquement parce qu'on est attaché à notre outil par le cœur, parce que ça nous rappelle notre jeunesse, j'en passe et le meilleur, non, parce que ça a du sens dans la musique comme si on ferme Florence, ça n'a plus rien à comprendre en termes de politique industrielle. On avance sur la vie, on est rentable, on fait ce qui se fait le mieux, on a l'acier, ça a du sens, parce qu'effectivement, ça fait vivre toute une région, toute une vallée. C'est au moment où on parle du déficit de la balance commerciale de la France. Nous sommes une des rares régions où, malgré tout, on a un excédent commercial à peu près 2 milliards d'euros et l'activité sidérurgique a pris beaucoup de part dans cet excédent commercial. Je veux dire, ça a du sens pour tout le monde. Ça a du sens pour l'industrie, pour la vallée, pour le pays.